Dormir est indispensable pour le sportif, notamment pour résister au stress, aux maladies, pour mémoriser ses connaissances et pour conserver un poids de forme. Mais certains sportifs font des sports extrêmes. On va parler du Vendée Globe Challenge pour 80 jours ou le Grand Raid en 3 jours et 3 nuits. Il y a une certaine prise de risque et notamment, ce qu'il faut éviter, c'est l'accident. Donc on va parler de vigilance et de sommeil. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ces causeries du sport. Et on aborde une causerie sur le sommeil numéro 2. Et notamment, vous voyez la thématique sommeil et état de vigilance dans des conditions extrêmes. On a vraiment la chance et le bonheur de pouvoir accueillir le spécialiste, un des grands spécialistes français, puisqu'il suit des navigateurs sur le Vendée Globe en 80 jours. Rémi Ordiel, ici présent. Merci. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être présent à nos côtés pour parler justement de sommeil et vigilance dans des conditions extrêmes. Alors vous, Rémi, vous êtes vraiment baigné dans le milieu marin, et notamment plus qu'ici dans le Grand Raid, mais dans le milieu marin. Donc vous êtes habitué justement au manque de sommeil, vous étudiez tout ça dans votre laboratoire de recherche, vous avez aussi des thésards puisque vous êtes maître de conf HDR, et vous travaillez sur l'adaptation en fait du corps. On parle vraiment, on est dans l'exploration corporelle du corps au sommeil. Alors on va voir une première petite slide. Vous allez nous dire justement par rapport à ça. C'est vous qu'on voit en train de dormir. Vous êtes là dans des conditions extrêmes, c'est bien ça? Alors là, pour la petite histoire, la photo est prise au port, mais c'est comme ça qu'on peut dormir effectivement dans un bateau. C'est-à-dire que le bateau peut bouger, peut se retrouver dans des conditions qui peuvent être un peu difficiles, et il faut dormir parfois en fait dans des conditions un peu n'importe comment. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir en fait gérer un niveau de fatigue limite. Donc pour le coup, parfois par terre, eh bien c'est comme ça, on dort. On avait vu dans la causerie précédente, numéro 1, on a parlé éventuellement du possible manque de sommeil qui pouvait avoir des effets délétères, mais est-ce qu'on peut s'adapter? Puisqu'il y a des sports qui l'exigent, notamment on le voit sur les courses de 80 jours, on vient d'en parler, ou sur le Grand Raid de la Réunion où on a 3 nuits. Est-ce que le corps peut s'adapter? Alors, l'adaptation, elle est possible jusqu'à un certain seuil de manque de sommeil. Au-delà d'un certain seuil, qu'on va discuter tout à l'heure, qui serait aux alentours de 4 heures de sommeil, moins de 4 heures de sommeil, on ne peut plus s'adapter en fait à ce manque de sommeil. Dans tous les cas, que ce soit 4 ou plus, 4 heures ou plus, moins ou plus, il va falloir de toute façon gérer son sommeil de façon durable, de manière à pouvoir conserver de bonnes performances. Si on parle de sport et qu'on s'attend à faire une performance, et bien entendu, moi je pense aussi à la sécurité, aux aspects de vigilance. Et donc la première performance quand on fait ce genre de sport, c'est d'arriver au bout en bon état de forme pour pouvoir après recommencer. Ouais, on va voir sur les notions de privation de sommeil. On va d'abord peut-être expliquer un petit peu. C'est vrai que cet état de vigilance, il est très très important parce qu'on en parle là dans des sports extrêmes, notamment cette prise de risque, mais on l'a aussi dans des entreprises par exemple. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a un manque de sommeil, il peut y avoir des accidents, voire des catastrophes, c'est ça? Exactement. Malheureusement, un certain nombre de grandes catastrophes industrielles ou des catastrophes aéronautiques par exemple ont été associées en fait à des problématiques qui sont liées à la fatigue, au manque de sommeil des individus. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de facteurs qui peuvent intervenir, des dangers qui interviennent par la défaillance en fait d'un appareil, par défaillance de quelque chose. Et en fait, l'opérateur, la personne qui s'occupe en fait de cet appareil-là, elle doit aussi être très vigilante pour pouvoir alerter, réagir, etc. Et si on est trop fatigué, bien du coup, on a un temps de retard, on voit peut-être pas en fait ce qui est en train d'arriver, et malheureusement, ça conduit à des catastrophes. C'est le Cheese Model, a priori, qui a quand même quelques années, c'est ça? Oui, c'est le Swiss Cheese Model
modèle de Reason. Voilà, bon, c'est un modèle en fait qui est utilisé en tout cas assez régulièrement pour pouvoir essayer de faire comprendre aux gens qu'on va avoir un lien entre le danger et l'accident à partir du moment où le rempart humain, c'est-à-dire la personne qui va pouvoir réagir en fait est malheureusement en déficit de sommeil ou qui va poser un problème de vigilance. Donc on va en parler parce qu'on va aller justement dans les conditions extrêmes. On imagine qu'on est sur une épreuve d'ultra trail qui dure 3 jours. Je sais que vous travaillez sur l'ultra trail du Mont Blanc et vous faites des recherches depuis de nombreuses années, notamment sur le sommeil et la vigilance, parce qu'on parle beaucoup de sommeil, mais on parle moins de la vigilance. Mais on va d'abord rentrer dans les détails avec cette diapo que vous allez nous expliquer, notamment sur la privation de sommeil. On voit qu'il y a un problème de batterie à un moment donné qui se pose, c'est ça? Oui, je vais transposer notre besoin de sommeil à finalement une batterie personnelle qu'on pourrait avoir. Normalement, quand on se lève le matin, on devrait avoir une batterie plutôt pleine. Et le soir, on a une batterie qui s'est quand même nettement vidée puisqu'on a passé 16 heures, en tout cas presque 16 heures à être éveillé. Et lorsqu'on va aller dormir, derrière, la batterie se recharge pendant 8 heures. Et le lendemain matin, en théorie, on va avoir un sommeil une batterie qui redevient pleine. Le problème, c'est que lorsque on se prive de sommeil et qu'on enlève en fait la possibilité de recharger notre batterie, eh bien du coup, elle continue de se vider au fur et à mesure du temps, jusqu'à arriver à un moment donné où le niveau de la batterie devient critique. Et il y a un certain nombre d'effets délétères en fait qui vont être associés, qui peuvent être simplement au début des bâillements, qui peuvent être des pertes de la stabilité émotionnelle, donc des pertes, on peut être de mauvaise humeur, enfin, tout simplement, jusqu'à en fait des temps de réaction qui deviennent globalement très longs, qui peuvent donc poser des problèmes de sécurité, jusqu'à et là c'est les conditions très extrêmes, jusqu'à des hallucinations où là on voit que le cerveau en fait n'est plus du tout capable en fait de gérer en fait la pression de sommeil, on dit la pression de sommeil en réalité, mais qui est plus capable de gérer en fait le niveau de batterie qui est beaucoup trop faible et il faut absolument dormir. Ouais, on va revenir sur ces hallucinations parce que c'est quand même une thématique intéressante et assez récurrente, mais là on l'a vu sur cette diapo, on voit bien que à un moment donné, soit on va vraiment vider sa batterie, soit il y a une possibilité en fait de reconstruire progressivement finalement ce stock. On voit sur le diagramme du dessous, à dire et là alors c'est quoi, ce sont des siestes, ce sont quoi, exactement en fait alors ça on voit ça très facilement chez les marins qui pour des raisons de sécurité en fait ne peuvent pas dormir 8 heures comme nous ou 7 heures comme nous on le fait chez nous, du coup pour que le bateau puisse avancer dans de bonnes conditions de sécurité et de performance bien entendu, les marins ont trouvé une technique qui va être de morceler leur sommeil au fur et à mesure du temps. Donc en fait, on va dormir par petites siestes, par petits morceaux de quelques dizaines de minutes à vraiment quelques minutes à quelques dizaines de minutes et ça va permettre de mettre des petits coups de recharge, si je peux utiliser cette image là, des petits coups de recharge régulièrement en fait dans la journée. Et les trailers sur le Grand Raid par exemple, bien du coup auront tout intérêt en fait à faire aussi ça pour pouvoir conserver un niveau de batterie relativement modéré. Être fatigué c'est normal, de manquer de sommeil c'est normal quand on cherche à faire ce genre de défi, ce genre de challenge, mais il faut quand même conserver un niveau de batterie minimum parce que sinon en fait on risque quelque chose qui peut être malheureusement plus grave. Ouais, alors on parle effectivement souvent d'aspects physiologiques, notamment la baisse du cortisol dans la journée, puisqu'on a un taux de cortisol assez élevé, ça nous donne de l'énergie dans la journée, il y aurait des baisses, mais on pense rarement aussi à la charge mentale, notamment aussi. Donc toutes ces choses-là sont là, ça veut dire qu'à un moment donné, par exemple l'Université de La Réunion a instauré des siestes. Est-ce que c'est une bonne chose, à votre avis, d'instaurer à un moment donné des petits moments de sieste, c'est-à-dire ce qu'on appelle des power naps ?
Bien sûr que c'est bien, parce que ce qui compte, c'est que les étudiants qui profitent de cette salle de sieste permettent peuvent recharger un peu leur batterie pour pouvoir être performants et suivre correctement leurs cours l'après-midi et puis voilà, avoir un cerveau qui fonctionne correctement pour pouvoir apprendre. Toutefois, je serais tenté de dire que c'est aussi important de comprendre qu'on doit dormir correctement la nuit. Et donc, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de cette sieste-là. Donc, c'est aussi quelque chose qui est issu de nos comportements qui sont un peu délétères dans notre vie de tous les jours. On a tendance quand même à manquer de sommeil de façon globale et compléter par une sieste, c'est bien, mais en même temps, c'est pas l'idéal non plus. Moi, j'en fais pas forcément la promotion tout le temps. Oui, ça veut dire que la privation de sommeil, en fait, c'est vraiment... on ne devrait pas être dans le deuxième diagramme, finalement. On devrait pouvoir bien dormir la nuit et pas avoir finalement à récupérer dans la journée, c'est ça? Dans notre vie de tous les jours, je dirais hors conditions extrêmes, effectivement, c'est quelque chose que j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut qu'on favorise, le sommeil nocturne. Parfois, il y a aussi des conditions, on peut être, je sais pas, souffrant par exemple, les adultes peuvent avoir aussi des enfants en bas âge, enfin bon, il y a plein de situations qui sont la chaleur aussi, évidemment, qui peut aussi parfois perturber le sommeil. Tout ça, bon, il y a des situations particulières qui nécessitent qu'on puisse trouver aussi des solutions de récupération derrière. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de soutenir, l'idée qu'il faut prendre soin de son sommeil nocturne pour pouvoir se passer le plus possible de la sieste. Oui, parce qu'on recule parfois à l'heure de sommeil pour faire du travail et je ne vais pas dire qu'on va presque se vanter à ne pas dormir, ça c'est aussi une sorte de mythe, c'est-à-dire qu'on est capable de dormir 4 heures, 5 heures, parce qu'il y a des grands hommes d'État qui dorment 4-5 heures. Est-ce que c'est un bon exemple ? Non, je ne pense pas que ce soit un bon exemple. Effectivement, il y a pas mal de mythes. D'abord, personne n'a enregistré le sommeil des chefs d'État, donc on ne sait pas spécialement si c'est vrai, si c'est pas vrai. On ne sait pas combien de litres de café ils prennent aussi pour tenir le coup. Bon, bref, tout ça, je mettrais ça dans le domaine des croyances. Pour l'instant, en tout cas, tant qu'on n'a pas montré exactement ce qui se passait. Effectivement, on a des petits dormeurs, des gros dormeurs, et ça, c'est la nature qui est faite ainsi, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous les mêmes, donc c'est évident que ça existe. Par contre, effectivement, il y a quand même un peu de croyance au regard du sommeil, en particulier les gens qui vont s'engager beaucoup dans des activités professionnelles ou sportives, qui jugent qu'ils sont plus forts que la nature et que pour le coup, pour être performant, on n'a pas besoin de sommeil, que c'est du temps de perdu et que le sommeil c'est pour les feignants. Non, très clairement, tout montre dans la littérature scientifique qu'il y a beaucoup mieux à faire. Alors on peut réduire un peu ces temps de sommeil pour pouvoir ponctuellement être performant dans une durée qui est déterminée, et donc on va avoir, et on va en parler tout à l'heure, des stratégies en fait qu'on va pouvoir appliquer à ça, mais de façon durable, c'est clairement à mon sens une hérésie et c'est clairement impossible parce qu'on ruine sa santé. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs un peu en off que même dans une course de 80 jours que ce soit la Vendée Globe, on pouvait aussi parfois avoir des nuits complètes de 8 heures ou 10 heures. Bien sûr, les marins, ce sont des gens exceptionnels de s'engager dans des activités pareilles, mais ils sont comme tout le monde, et ils sont d'ailleurs de très bons dormeurs à terre. C'est des gens qui sont sportifs, ils sont relativement jeunes et en très bonne santé, donc ce sont de bons dormeurs qui vont, pour un temps donné, pour une mission donnée, du coup, avoir besoin de se priver de sommeil pour pouvoir performer et faire amener leur bateau en fait à faire le tour du monde. Mais on est vraiment dans quelque chose qui doit être borné, selon moi, un début, une fin. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas de début et de fin, en tout cas connu. Donc, il faut qu'on gère différemment, à mon sens. On vous a vu à Chamonix fin août, notamment sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Vous faites des recherches tous les ans sur cette épreuve, de 170 km et 10 000 mètres de dénivelé, on le rappelle. C'est pas rien, avec des barrières horaires, on va dire, aux alentours de 46 heures. Ça fait 2 nuits, c'est ça, de sommeil. Et vous menez des recherches notamment, et qui sont
sont très intéressantes parce qu'elles nous montrent aussi, à un moment donné, quand est-ce qu'on devrait dormir. Parce qu'on voit bien que ce qui se détache, il y a vraiment les athlètes, on va dire élites ou on va dire experts, et puis il y a, on va dire, les athlètes qu'on appelle réguliers ou récréatifs. Et là, peut-être que les temps de sieste sont intéressants sur cette slide, on va les voir. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce qu'on voit bien que il y a quelques artefacts, mais on voit bien qu'à partir de 30 heures, c'est là ça serait intéressant peut-être de faire des siestes. Alors effectivement, ce qui est intéressant sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, comme ça le sera aussi ici à La Réunion, c'est qu'effectivement, d'abord c'est beaucoup plus facile de mesurer le sommeil, ou du moins l'adaptation au sommeil dans les conditions extrêmes lorsqu'on est sur Terre. Ça, c'est un point de vue méthodologique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est passionnant parce qu'on peut vraiment suivre des coureurs et mesurer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est vrai qu'après, bon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais plus la course va durer longtemps, plus il va falloir on aura la certitude, la probabilité sera extrêmement importante d'avoir besoin de sommeil, parce qu'on ne pourra pas avoir un niveau de batterie suffisant pour pouvoir arriver à la fin de la course dans de bonnes conditions. Donc c'est un peu ce qu'on a cherché à montrer dans le début de nos travaux, qui commencent à dater un petit peu maintenant, mais qui sont toujours intéressants à regarder. Ça marche pareil chez les marins, ça marche de façon identique chez les marins que chez les trailers, avec une relation très positive une corrélation positive entre la durée de la course et le temps de sommeil cumulé nécessaire à pouvoir arriver. Par contre, on voit aussi que c'est pas forcément des artefacts, on voit aussi qu'il y a un certain nombre de coureurs qui peuvent ne pas dormir pendant une durée extrêmement longue, là 48 heures, ce qui correspond. C'est pas un artefact en effet. C'est pas des artefacts. C'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent ne pas dormir. Alors à quel prix, on ne sait pas vraiment encore. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi une prise de décision individuelle qui est liée en fait à la course et à sa stratégie de course. Mais enfin, on voit que c'est possible potentiellement d'aller au bout de la course sans sommeil. Mais c'est vrai qu'on observe dans tous les cas un décrochage assez net en fait dans toutes les courses qu'on enregistre, qui va être aux alentours de 30-35 heures de course. Voilà, un peu dans cette fourchette-là. Alors, c'est particulier à Chamonix, mais comme ici à La Réunion, c'est parce qu'on part le soir. La veille, si on partait le matin, peut-être que ce serait différent. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut, dans ces conditions-là, parler en nombre de nuits, parce que en fait, la nuit va être un input majeur en fait, du besoin de sommeil, qui va avoir des répercussions sur sa vigilance, sur son besoin de dormir. Et c'est vrai que faire une nuit blanche, je pense que tout le monde l'a déjà vécu, et on se sent somnolent, fatigué, pour être simple, le lendemain. Mais 2 nuits, c'est quelque chose de vraiment majeur à passer, et c'est là qu'on voit que tout à chacun a besoin vraiment de prendre du sommeil dans cette 2e nuit, parce que sinon on s'en va vers quelque chose de pas bon, quoi. Donc la première nuit, finalement, elle peut passer. La deuxième, quand on commence à avoir des phénomènes hallucinatoires, on peut voir des voitures dans ma fat, des meutes de loups, voilà. Ça dépend un peu de la personne. Là, vous dites stop, il faut peut-être certainement s'arrêter parce qu'il y a un risque. Oui, ce qui me dérange dans l'hallucination, c'est qu'on a remarqué que l'hallucination était toujours associée à de l'hypersomnolence. Quand je parle d'hypersomnolence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste en train de bâiller, vous êtes vraiment en train de vous endormir. Et c'est totalement incontrôlé. Et c'est en fait le manque de contrôle qui me pose problème. Vous marchez dans la montagne sur des sentiers qui sont quand même des sentiers un petit peu dangereux, voilà, c'est ça. Et c'est la même chose sur un bateau. Quand on n'est plus en maîtrise de soi-même, je crois que c'est un danger. Donc la fatigue et le manque de sommeil, l'effet du manque de sommeil, en tout cas, il est normal dans ce genre de défi. Et il n'est pas question de dire qu'il faut être en pleine forme et dormir ces 8 heures. Ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, les sportifs le font aussi pour ce dépassement d'eux-mêmes, ça c'est évident, mais c'est pas vraiment un dépassement d'eux-mêmes. Je souhaite, en tout cas moi, les gens avec qui je travaille, je souhaite qu'ils gardent la maîtrise, donc s'approcher effectivement et connaître ses limites pour pouvoir ne pas les dépasser et rester dans une situation de contrôle. On va en parler justement de ce contrôle, et ce qui est intéressant dans vos recherches, que vous continuez maintenant. On a parlé de la sieste et
des études, 2015, 2014. Vous êtes beaucoup plus dans les scores de vigilance. Alors, vous allez nous en parler un petit peu plus. On va montrer aussi cette slide-là. Je trouve très intéressant, ces scores de vigilance. Qu'est-ce que vous faites avec les coureurs ? Alors, qu'on soit bien d'accord en premier lieu, c'est que en fait, pour évaluer en fait les conséquences du manque de sommeil, il faut qu'on mesure la qualité de l'éveil. C'est-à-dire que si quelqu'un ne dort pas ou dort pas bien, eh bien du coup ça a une répercussion sur son éveil. Donc c'est déjà ça qu'on essaye de mesurer. Et une des techniques qui est les plus utilisées et qui est à mon avis moi que je considère aussi la plus fiable pour mesurer la qualité de cet éveil, c'est de pouvoir mesurer les temps de réaction de quelqu'un. C'est une tâche extrêmement simple, un ordinateur ou une tablette avec juste un petit signal auquel on doit répondre. Vraiment une tâche qui n'a aucune complexité et qui permet en fait de révéler la vitesse à laquelle les réseaux de neurones qui vont prendre cette information vont aussi pouvoir répondre en fait à cette information-là. En millisecondes. Hein, alors on est vraiment sur des millisecondes. En fait, le temps de réponse en fait à une stimulation telle que celle qu'on pratique, nous c'est 300 millisecondes. Donc c'est vraiment on mesure ça et on voit en fait au fur et à mesure du temps très clairement un allongement de ces temps de réaction. Bon, on le sait finalement que maintenant on le sait très bien que la vigilance baisse et que les temps de réaction augmentent lorsque on manque de sommeil. Ce qui nous a intéressé en fait en ultra, c'est aussi de pouvoir essayer de comprendre la dynamique avec laquelle en fait ces temps de réaction évoluaient dans le temps. C'est-à-dire que si au début on faisait avant la course, après la course, et là on se rendait compte que les temps de réaction ils étaient extrêmement allongés. Pour la petite histoire, ça peut être à peu près équivalent à 1,5 g d'alcool dans le sang. Donc c'est quand même en termes de temps de réaction. Donc on voit quand même que la comparaison est quand même assez oui, voilà, à l'arrivée d'un ultra trail du Mont Blanc, on est là, après 2 nuits, en tout cas, de privation de sommeil. Donc c'est quand même conséquent. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir quelle évolution, en fait, prenaient les temps de réaction au fur et à mesure du temps. Donc sur la partie de gauche, là, sur cette slide-là, c'est une étude de laboratoire qui, pour le coup, présente plus de points de mesure et donc un peu plus de facilité à analyser. Voilà. Donc sur 84 heures de privation de sommeil, on voit 2 choses. On voit que les temps de réaction, exprimés en millisecondes ici, ont tendance à s'allonger globalement dans le temps au fur et à mesure, mais qu'on voit qu'il y a un effet jour-nuit qui va apparaître avec des temps de réaction qui s'allongent très nettement en fait dans la nuit, qui vont être beaucoup plus modérés dans la période diurne et qui vont revenir de façon beaucoup plus importante dans la deuxième nuit, être modérés dans la troisième journée, etc., etc. Et donc on voit un mélange d'évolution de la pente ascendante vers des temps. C'est assez parlant quand même, voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a à partir finalement de 40 heures et quelques, là, et notamment vers les 80 heures, là c'est... Voilà, donc là c'est vraiment radical. Et en fait, on a cherché à montrer ça aussi en ultra, et on a réussi à pouvoir montrer le même phénomène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, notre stratégie de sommeil, elle doit être, je parlais tout à l'heure du nombre, basée sur le nombre de nuits. Voilà, c'est que la stratégie de sommeil, elle doit être fonction du nombre de nuits et on doit s'attendre finalement à des moments qui sont nettement plus compliqués que d'autres. Et c'est ça qu'on a envie d'essayer d'apporter en fait aux trailers, ce regard en fait sur leur capacité aux trailers et aux marins bien sûr et aux ultracyclistes aussi, etc. C'est-à-dire en fait comment fonctionne en fait leur physiologie, l'adapter de façon individuelle pour pouvoir avoir une vraie stratégie de départ pour conserver un niveau de performance et de sécurité correct. Très intéressant cette notion parce qu'on parle souvent de sommeil pour récupérer, etc. Voilà, mais on parle peu finalement de vigilance parce qu'en fait c'est ça aussi qui est important, c'est aussi le cerveau qui doit travailler, prendre des décisions. Bien sûr. Et c'est là où on voit que la prise de décision elle est plus limitée. Exactement. Le manque de sommeil, là, nous on utilise les temps de réaction voilà, parce que c'est simple à mesurer aussi. Mais c'est vrai que tout le processus cognitif, donc c'est au niveau frontal, tous les processus cognitifs du niveau frontal vont être impactés. La mémoire de travail, toutes les prises de décision, la prise de risque, etc. Tout ça va être impacté, ce qui fait que d'un point de vue très pratique, si on parle dans le sport, ça peut être
oublie de s'alimenter correctement, de se couvrir quand on va monter et du coup il va faire froid, de se découvrir quand on va redescendre. Généralement, on voit des gens qui sont très fatigués, qui restent couverts en plein cagnard parce qu'ils n'ont pas pensé, ressenti, etc. et pris la décision en fait de se découvrir. Chez des marins, bien évidemment, c'est une course qui peut être aussi tactique, stratégique, au regard de la météorologie des autres. Et là, on voit que les prises de décision peuvent être impactées. Et puis la prise de risque est beaucoup plus importante aussi. Et donc voilà, on voit que c'est pas uniquement les temps de réaction, mais ça peut être bien plus important que ça. Ça veut dire la privation de sommeil, c'est un petit peu comme un état de stress, c'est-à-dire on peut être désordonné, voilà, pas forcément cohérent dans ce qu'on fait, un peu à l'image de la personne qui est alcoolisée. Ah oui, très clairement, il y a des comportements totalement incohérents, même sans parler d'hallucination, où là vraiment il n'y a plus du tout de cohérence dans ce qu'on vit, dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on perçoit. Mais là, je l'ai dit, c'est vraiment trop loin en tout cas. Mais même regardez un ravitaillement, là, la Diagonale des Fous, la 3e nuit, vous allez voir des gens qui sortent leurs affaires, qui vont ranger leurs affaires, qui vont les ressortir, qui vont faire 1, 2, 3, 4 allers-retours jusqu'au ravitaillement. Et on voit qu'en fait, il y a beaucoup d'incohérences, des discours parfois qui sont tout à fait cohérents. Voilà. Bon, on voit que le cerveau, en fait, il fonctionne plus correctement. Il est très, très affecté, très fatigué. Et c'est vraiment, très sincèrement, si on rencontrait quelqu'un comme ça dans la rue, on prendrait peur et on irait peut-être bien l'emmener dans un service hospitalier dédié. Donc voilà. Mais c'est l'effet de la privation de sommeil. Il y a des solutions, on voit, dans cette slide qu'on va présenter. On a parlé de la sieste dans la causerie numéro 1. On va aller un petit peu plus loin. Très intéressante cette slide, ça nous montre aussi le rythme de 24 heures, le rythme circadien, sur lequel on voit vraiment l'évolution. On a parlé des stades de sommeil, notamment les 4 stades avec... on a parlé aussi du sommeil paradoxal, REM, Rapid Eye Movement. Là, on voit bien que c'est important, selon le cycle, d'apporter finalement cette possibilité de sieste de compenser à un moment donné, c'est ça ? Oui, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que globalement, l'être humain, il fonctionne sur 24 heures avec un sommeil qui est principalement nocturne, et on s'en rend compte. On a plutôt tendance à dormir la nuit, évidemment, avec un sommeil, les cycles de sommeil, etc. Et puis, en fait, ces cycles de sommeil dont on parle très peu, en fait, au final, vont quand même avoir une sorte de répercussion dans la journée, avec, dans la journée, des moments où on est beaucoup plus en forme que d'autres. Et en fait, on passe d'un rythme qu'on dit circadien, c'est-à-dire à peu près d'un processus de 24 heures, dans un rythme qu'on dit ultradien, c'est-à-dire en fait avec une fréquence d'événements qui vont arriver beaucoup plus régulièrement dans la journée. Et c'est ce que montrent ces vagues, c'est-à-dire qu'en fait, dans la journée, on a des moments où vraiment on est beaucoup plus actif que d'autres et qu'on a des capacités en fait qui sont différentes. Notre cerveau n'est pas dans un état stable au fur et à mesure de la journée. Des fois ça va très bien, des fois ça va moins bien. Et idéalement, quand on fait des sports extrêmes, bien du coup, on va se servir en fait de ces moments où on est moins bien pour pouvoir profiter de se reposer, puisque quand le cerveau va moins bien, on est plus en danger, on est moins performant, on avance moins vite probablement, etc. Ça c'est pour l'instant un peu de la théorie parce qu'on aimerait bien arriver à le mesurer, c'est pas facile, mais globalement en fait c'est ce qui risque clairement de nous arriver. Et par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que lorsqu'on utilise ces creux, ce qu'on appelle les portes de sommeil, eh bien ces portes de sommeil en fait permettent un endormissement rapide, efficace et un sommeil de bonne qualité. Ce qui fait que quand on investit du temps dans le sommeil pendant sa course, et bien du coup le bénéfice il est net, il est très rapide parce qu'on s'est endormi très vite, tout ça c'est de bonne qualité, et au bout de quelques minutes, sa sieste 15-20 minutes, on a l'habitude de dire, parce qu'elle ne provoque pas en fait de troubles au réveil, d'être trop vaseux, qui est souvent désagréable, et bien du coup 15-20 minutes dans ces creux là c'est extrêmement efficace, et c'est ce qu'on commence à pouvoir montrer aussi de façon scientifique dans les conditions extrêmes qu'on étudie. 15-20 minutes, c'est valable aussi pour tout le monde, entre guillemets, un chef d'entreprise, quelqu'un qui travaille beaucoup. Dans la journée, on voit ses pics, justement, c'est intéressant. 10 minutes, est-ce que ça peut suffire ? On parle de sieste flash, on entend ça parler souvent.
Alors soyons clairs, c'est bon pour tout le monde. Enfin, ça c'est évident, c'est bon pour tout le monde à partir du moment où on en ressent le besoin et comme comme on peut l'exprimer, eh bien du coup la sieste permet de sauver en fait, en tout cas son après-midi par exemple. Si la sieste se fait en début d'après-midi, on sera plus performant. Donc c'est bon pour tout le monde quand on en a besoin. Après sur la durée des siestes, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer qu'on est comme sur un téléphone ou une tablette, peu importe, enfin quoi, on a notre batterie. Donc si vous branchez votre batterie 20 minutes, c'est toujours mieux que de la brancher 10 minutes, ça sera toujours vrai. Ce qui va limiter en fait la durée de la sieste, c'est le problème d'inertie, c'est-à-dire d'inertie de sommeil, c'est-à-dire en fait cette sensation qu'on va avoir, qui est extrêmement désagréable si la sieste est trop longue, et tout le monde l'a vécu. Donc ça, on va être obligé de limiter à 15-20 minutes. 10 minutes, si on n'a que 10 minutes, il faut les prendre. Sauf qu'on a besoin quand même d'un peu de temps pour se relâcher, pour s'endormir, etc. Donc 10 minutes, c'est souvent un peu faible. Et c'est pour ça qu'on conseille 15-20 minutes. En faisant entre 15 et 20 minutes, il faut le tester individuellement, il faut se tester. 15-20 minutes, on a assez peu de chances de se tromper. Ouais, c'est la méthode de Salvatore Dali qui se mettait dans son canapé et avec une clé, et quand elle tombait dans l'assiette, il entendait le bruit, c'était bon. Alors personne n'était vraiment là pour voir Salvatore Dali, oui, mais en tout cas, c'est effectivement cette idée-là. Je pense que c'est trop court. C'est trop court, oui. On va clore sur cette idée de la sieste. En tout cas, on était très heureux de vous recevoir, Rémi Urdiel. Je vous rappelle, vous êtes maître de conf HDR à l'université Côte d'Opale. Vous êtes chercheur, notamment dans le sommeil et notamment avec les navigateurs et les ultra-trailers. C'était un réel plaisir de vous recevoir et d'avoir tous ces éléments en fait, sur le sommeil, sur les siestes, sur la vigilance. On a appris beaucoup à vos côtés. Bien nous, on se donne rendez-vous pour d'autres causeries et dans l'exploration corporelle. Voilà, à très très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.